souvent, la personne, pour justement apprendre à réintégrer une société, elle a besoin de se sentir acceptée. Fait que de tout le temps la mettre à l'écart, de tout le temps l'étiqueter, de tout le temps la catégoriser comme un tel ou une telle, ça lui rend pas service. Donc même si intérieurement, comme tu dis, tu sais que c'est très grave ce qu'elle a fait, mais ton rôle, c'est de l'aider à ne pas recommettre ce délit-là. Alors la solution, c'est pas de le rejeter encore plus. Salut, ici Maxime Martin, humoriste et aussi la voix que tu entends présentement. Et moi, je suis Mélina Plourde, réalisatrice et co-animatrice du balado. Et vous écoutez présentement les voix de la réhabilitation. Ouais, ce qu'on appelle la deuxième chance. Est-ce que j'y crois? Mais moi, je pense que je suis un bon exemple parce qu'il y a des chances. J'en ai pas eu 2, je pense que j'en ai eu 58. Est-ce que tout le monde est récupérable? Pas sûr. Est-ce qu'il y a des crimes impardonnables? Entièrement d'accord. Mais quand tu regardes sous une loupe, il y en a qui méritent cette deuxième chance-là. Et surtout, il y en a qui la maximisent. C'est pas un jeu de mots que je viens de faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on entre dans le volet des maisons de transition. On a préparé une série de 2 épisodes dans lesquels on a eu la chance d'échanger avec différents acteurs qui travaillent dans le milieu ou même qui ont déjà résidé. On leur a demandé de nous expliquer le rôle d'une maison de transition dans la réhabilitation sociale d'une personne qui sort de prison. Dans cette première partie-là, on a rencontré 2 personnes ayant une grande expérience de travail dans le milieu, puis nous ont parlé plus en détail de leur rôle et surtout de leur vision des maisons de transition. Donc sur ce, on commence tout de suite et bonne écoute. Bonjour, moi c'est Anne-Claude Gravel, je suis directrice clinique à la Maison L'Issue qui fait partie de l'organisme de Transition Centre-Sud. Une maison de transition, en fait, c'est une transition entre la prison et la maison. Fait que c'est un milieu de vie. Ça répond à 3 besoins, vraiment l'hébergement, l'encadrement et le soutien. Fait que c'est un endroit où ils habitent. La durée minimum des séjours, c'est 4 mois. La moyenne chez nous ressemble plus à 6 mois. C'est un 4 à 6 mois, là, je dirais. T'sais, le but, c'est pas nécessairement qu'ils passent la sentence complète en maison de transition, c'est aussi de les voir aller à la maison avec des conditions là, à respecter, un suivi avec un professionnel également. Mais la durée du séjour, c'est 4 à 6 mois. On entend, en fait, pour ceux qui connaissent pas les maisons de transition, il y a certaines maisons qui vont recevoir des personnes avec certaines problématiques, par exemple en santé mentale, ou il y en a qui vont en prendre qui ont des handicaps physiques, par exemple, ou problèmes de dépendance. Est-ce que vous avez à votre maison de transition, est-ce que vous avez comme une clientèle spécifique que vous recevez plus qu'une autre, par exemple? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une ressource bilingue, fait qu'on offre des services autant en français qu'en anglais. Pour notre part, on est aussi ouvert à tous les types de délits. Et on a un programme spécialisé en violence conjugale. Fait que c'est sûr qu'on a une partie des places là, qui vont être pour le programme Point Final. Ce sera vraiment pour les gars qui ont eu une sentence de Stat A, qu'on appelle violence conjugale. C'est un programme qui est spécifique. Fait qu'on a vraiment le programme régulier et le programme Point Final qui est plus restrictif que le programme régulier qui est différent là, au niveau de l'encadrement. OK, donc les personnes qui ont commis des délits de violence conjugale rentrent dans ce groupe-là là, qui est un petit peu plus encadré, c'est ça? Oui, l'évaluation aussi qu'on va faire en détention, l'évaluation d'admission va être un peu différente aussi, fait qu'on va regarder plus la sphère affective, les raisons pour lesquelles les problématiques relationnelles, on fait quand même une évaluation encore plus exhaustive de ce côté-là. Puis, ils ont à se soumettre à d'autres obligations que le programme régulier. Tu sais, une thérapie en violence conjugale, par exemple, des déplacements, des destinations fixes et vérifiables. C'est, comme je dis, si on regarde l'entonnoir, là, au top, on a le programme régulier. Le programme Point Final, c'est encore plus restrictif. Puis on a aussi Point Final intensif qui est encore plus restrictif. Ben oui, puis tu sais, c'est ce qui est important, puis souvent méconnu. Là, tu sais, on pense qu'on a commis un délit, on est jugé coupable, on va en prison, puis après notre sentence, on sort, puis on retourne dans la société. Mais justement, pour éviter qu'une personne récidive, c'est important qu'elle règle un peu les raisons qui l'ont amené à commettre ces délits-là. Donc, ces programmes-là sont super importants à la réinsertion sociale de la personne.
Oui, ben en fait, c'est ça au niveau du soutien aussi. Nous, notre but premier, c'est justement gérer le risque, prévenir une récidive. On veut pas les revoir retourner dans le système. C'est ça notre but ultime, c'est de plus avoir de job, là, si je peux dire. Fait que le but, c'est de travailler aussi les facteurs sous-jacents là, qui les ont amenés à commettre des délits. Travailler, si on va travailler aussi en lien avec les objectifs du plan d'intervention correctionnelle qui a été établi par le professionnel en détention, l'agent de probation. Fait que pour ça, oui, on a des rencontres là, une fois par semaine avec le conseiller et le résident, mais on réfère beaucoup aux ressources externes si problèmes de consommation, la délinquance sexuelle, violence conjugale, c'est pris en charge par des thérapies. Il faut travailler les vraies choses. Fait que pour ça, on travaille en amont avec d'autres professionnels et on communique entre nous aussi là, pour s'assurer que tout va bien. Fait que c'est peu d'intimité, très intrusif pour le résident, beaucoup de démarches, beaucoup de preuves à rapporter. On se met vraiment là, dans toutes les sphères de sa vie là, pour s'assurer que c'est stable puis que les outils nécessaires là, pour ne pas recommettre de délit. Oui, ben c'est ça, c'est super important parce que ça sert à rien à mon avis, ça sert à rien de mettre une personne isolée en prison pendant tout le temps de sa sentence en espérant qu'il a réfléchi ou qu'il y a quelque chose qui change. Des fois, on a juste vraiment besoin d'un accompagnement pour réfléchir justement, puis justement la thérapie ou peu importe c'est quoi les problèmes qui nous ont menés là à commettre ces délits-là. C'est qu'après, ces hommes-là, ils sortent, ils se retrouvent en société. Fait que s'ils n'ont pas travaillé sur ces aspects-là, ils n'ont pas eu le support pour mettre en place différentes choses. C'est vraiment un filet de protection, là, la maison de transition. Fait qu'on a un double rôle là, d'aide et de contrôle. Fait que, de supporter, d'écouter, référer, mais aussi au niveau du contrôle, on gère on s'assure que les conditions de remise en liberté, là, les conditions légales soient respectées. Fait que pour ça, comme je te disais plus tôt, ça prend des preuves, ça prend de l'encadrement. Fait que c'est normal qu'il y ait un encadrement aussi là, au niveau correctionnel, là, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'ils sont encore en train de payer. Là. Moi, mon nom, c'est Josée Meillard. Je travaille à la Maison de Saint-Laurent. Mon background, c'est moi j'ai un baccalauréat en criminologie. J'ai aussi des ESS en administration sociale. Je travaille à la Maison Saint-Laurent depuis 32 ans. Et donc, là, ce que je fais déjà depuis plus de 25 ans, c'est que je suis la coordonnatrice clinique de la Maison de transition. Selon vous, plus on offre des services en maison de transition pendant leur sentence, est-ce que selon vous, ça a vraiment un impact sur le taux de récidive dans une société? Absolument. Vraiment, on ne pèle pas des nuages, ça c'est clair. Il faut vraiment que les gens arrêtent de penser ça. D'ailleurs, on avait fait un documentaire à 2 pas de liberté qui expliquait un peu ça, puis je m'étais fait dire « Ah, mon Dieu, je savais même pas que vous faisiez tout ça. » Fait que ça a été intéressant parce que les gens ont pu voir un peu plus un autre volet. Mais absolument, le taux de réussite, si mon souvenir est bon, c'est autour de 60%. Donc, ce qui est bon, puis je parle pas nécessairement de récidive, parce que le taux de récidive, je ne l'ai pas nécessairement, mais il est encore plus bas, parce qu'on retourne quelqu'un en détention, pas toujours pour une récidive, et je dirais même rarement pour une récidive, parce qu'on fait un peu de la prévention dans le fond. Dès qu'on voit que la personne, dans sa problématique, est en train de perdre le contrôle et que là, il faut refaire un arrêt d'agir,
ben là, il est retourné en détention, mais il n'y a pas eu de récidive. On a comme prévenu la récidive. Donc, tout confondu dans le retour en détention, c'est autour de 60%. Donc, vous considérez que s'il y a un retour en détention, est-ce que ça peut être considéré comme une réussite aussi? Oui, ben oui, parce que honnêtement, il faut pas, l'idée, c'est pas de dire, ah oui, j'ai mené la personne, un honnête citoyen qui gagne maintenant 100 000 par année puis qui est PDG d'une compagnie parce qu'on va faire un burn-out demain matin. Oui. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de problématiques. Oui. Si les gens avaient juste une problématique, des fois, tu te dis, c'est pas si pire, mais c'est rarement uniquement une problématique que les gens ont. Pour moi, une réussite, ça peut être aussi simple que la personne n'est jamais sortie plus qu'une journée. Et là, elle a fait 2 semaines. Je sais que des fois, ça peut faire 2 semaines, mais c'est ça pareil. C'est des comportements qui sont là depuis des années, j'ai que des adultes. Ouais. Donc, si depuis que tu es jeune, tu as un comportement, c'est pas si facile que ça d'arrêter ce comportement-là parce qu'il servait à quelque chose. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a personne de masochiste sur la terre pour faire des comportements qui nous font pas du bien. Mm-hmm. En quelque part, ils vont chercher un bien dans le mal qu'ils ont. Là. Mm-hmm. Mais chaque outil que je donne, moi, puis c'est souvent ça que je dis aux gens là, pour qu'on soit réaliste aussi dans nos attentes, c'est que chaque chose que je montre, est montré. C'est moi l'idée que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, je crois pas à ça. C'est un choix de laisser dans ici, mais je pense pas que ça sort. Je pense que ce qu'on dit, ça reste tout le temps. Peut-être que la personne va se souvenir de ça dans, je sais pas, moi, 5, 10 ans, elle se souviendra peut-être même pas que c'est nous autres qui a dit ça, mais ça se peut qu'à ce moment-là, cette phrase-là, moi, c'est vrai, je me souviens, on m'avait déjà dit ça. On sème des graines, dans le fond. Oui, de semer des graines puis de voir que, celle-là, elle a passé. Qui est difficile, mais elle a passé quand même. D'une personne à l'autre aussi, ça peut dépendre. Justement, ça peut être une réussite à long terme, là, comme là, tu me parlais de 2 semaines, par exemple, de pouvoir sortir 2 semaines. Ben pour une personne, ça peut être justement un gros progrès, puis éventuellement on allonge dans le temps. Puis c'est ça l'important. Puis ça me fait penser aussi, tu sais, sans excuser non plus les gestes, les délits que ces personnes-là commettent, il y a quand même très 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 souvent, plus souvent qu'autrement, des raisons qui les ont amenés à commettre ces gestes-là. Puis c'est pour ça que je pense que c'est très important justement d'aller régler ça un peu à la racine, là, d'où l'importance des programmes qui se retrouvent pas nécessairement en détention. Donc c'est justement important là, de participer à ça dans une maison de transition qui justement, comme on a dit tantôt, le mot le dit, nous amène à transitionner vers la vie réelle là, avec des outils dans le fond. Oui, parce qu'effectivement, quand on venait au fédéral, des fois il y a un petit peu plus de programmes, mais il reste que tu es quand même dans un cadre très, très fermé où tu n'as pas de liberté. Fait que tu peux pas tester nécessairement les outils que tu apprends toujours. Fait que quand tu es en transition, ben, tu peux les tester un petit peu plus. Et c'est clair que juste un arrêt d'agir, c'est pas suffisant. C'est documenté maintes fois que juste l'incarcération n'est pas suffisant. Parce que, tu sais, si on dit, OK, t'arrêtes ça, mais que le gars, il a 0 outil, il va l'arrêter comment? C'est notre job à nous de regarder ça avec lui puis de lui donner les outils pour peu qu'il revienne. Il y a quand même un humain derrière ça, même si ce qu'il a fait, c'est grave puis c'est pas du tout correct. C'est quand même une personne derrière ça qui a un potentiel de progrès puis d'apprentissage pour justement pas recommettre les mêmes erreurs. Tout à fait. Puis tu sais, des fois, parce que tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il y en a que c'est vraiment horrible. » C'est vrai, mais moi, tout délit est un peu horrible parce qu'il y a toujours une victime quelque part, mais je comprends que tu sais, dans la tête de tout le monde, puis même dans ma tête de citoyenne, c'est sûr que je pourrais
dire qu'il y a des délits qui sont plus affreux que d'autres. Mais il faut dépasser ça parce que si je fais juste voir le délit, moi, j'aide personne. J'aide même pas la société à ce qu'il leur fasse plus parce que moi, ça me bloque dans l'intervention que je peux faire avec. Au contraire, je m'en sers parce que je me dis, faut plus que ça se reproduise, vraiment plus. Donc, il faut, c'est quoi que ça prend pour que cette personne-là ne refasse plus le même délit. Fait que c'est vraiment pas excusé. Mais comme tu dis, il y a une histoire derrière ça. Parce que sans excuser encore, parce que c'est jamais ça qu'on fait excuser, honnêtement, il y a des fois des histoires que je lis puis je me dis, ça aurait été assez, il aurait été hot de pas se retrouver là où il est. Avec ce qu'il a vécu. Fait qu'il faut que les gens aussi se souviennent de ça. On ne devient pas délinquant ou pédophile, parce que c'est souvent cette clientèle-là qui est pas aimée. Là. On ne devient pas comme ça du jour au lendemain. Jamais. Non, c'est ça. Jamais. J'ai aucun dossier. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Des fois, on a comme pensé que les prisons, c'est juste des tueurs en série, psychopathes, qu'il n'y a aucune chance de les sauver, mais c'est à peine 10%. C'est ça, c'est une très, très, très petite statistique là, des gens qui sont en détention. Fait qu'on peut voir que pour des gens qui n'ont pas un enjeu de sociopathe ou psychopathe, c'est possible là, de quand même avancer là, puis d'apprendre de ses erreurs puis ne plus les recommettre, dans le fond. Tout à fait. Puis les outils puis les ressources, c'est à l'extérieur qu'ils sont. Beaucoup plus qu'à l'intérieur, comme tu disais tantôt. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la personne, éventuellement, sorte, parce que toutes les ressources, santé mentale, en lien avec la délinquance sexuelle, la toxicomanie, tout ça, c'est toutes des ressources qui existent à l'extérieur. Donc, si on veut que les gens fassent ces programmes-là pour plus revenir, il faut qu'ils sortent. Mais parce que des ressources, il y en a vraiment beaucoup. Là où il y a, je trouve, un petit peu un manque, c'est plus au niveau de la santé mentale, mais quand la personne a plus ou moins un diagnostic ou qu'il n'y a pas de médecin, qu'il n'y a pas de psychiatre, mais qu'il y a vraiment pas... Là, c'est plus complexe, malheureusement. Il y a un travail à faire là. Pour revenir un peu sur quelque chose d'intéressant que je trouve que tu as mentionné, là, justement, on voit une personne qui a commis un délit horrible. Est-ce que ça l'aide de faire yark? Ça, c'est dégueulasse. Je voudrais jamais aider cette personne-là. Non, parce que souvent, la personne, pour justement apprendre à réintégrer une société, elle a besoin de se sentir acceptée. Fait que de tout le temps la mettre à l'écart, de tout le temps l'étiqueter, de tout le temps la catégoriser comme un tel ou une telle, ça lui rend pas service. Donc, même si intérieurement, comme tu as dit, tu sais que c'est très grave ce qu'elle a fait, mais ton rôle, c'est de l'aider à ne pas recommettre ce délit-là. Alors, la solution, c'est pas de le rejeter encore plus. C'est juste perpétuer. Exactement. Parce que souvent, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'ils ont été rejetés puis ils se font juger, même pendant le procès. Des fois, le juge, il va de son ça a été dégueulasse, puis tout ça, fait que même une partie du système de justice, la détention, comme je disais tantôt, il y a des préjugés auprès dans les détentions au sein des détenus eux-mêmes. Fait que, si c'est un délit qui est plus qui est moins accepté comme les viols ou la pédophilie ou la violence conjugale, ces gens-là, ils vont en protection. Ouais. Fait que même en dedans, ils sont exclus. Ouais. Fait que l'exclusion, eux autres, ils savent comment vivre avec ça. Parce que c'est ça qu'ils ont tout le temps. Ce qu'il faut faire, c'est leur montrer comment être inclus de la bonne façon de le faire.
Ouais. Tu sais, les plus jeunes, ils ne jugent pas les autres. Tu sais, les jeunes sont pas méfiants, les gens sont supposés d'être gentils. Fait que c'est un peu Fait que si on les exclut, ben on fait juste faire comme tout le monde, puis on les aide pas. Reste que c'est pas quelque chose de facile parce que on a quand même une conscience humaine, puis tu sais, on pense aux victimes, puis ça nous brise le cœur. On pense à nos enfants, à nos neveux. Ben oui, j'en ai des enfants, fait que je vois ça aussi. Tu sais, des fois, je lisais les dossiers, puis là, je voyais, mettons, le traitement que la personne avait eu quand il était jeune. Ben, je suis encore plus consciente de ça parce que j'ai des enfants, parce que je le vois. Tu sais, je le vois avec mes enfants, comment ça peut être facile de détruire l'estime d'un enfant. C'est vrai que c'est facile de faire ça. C'est poche à dire, là, mais tu sais, tu fais juste dire que quelqu'un n'est pas bon pendant X temps et il va le croire. Parce que t'es sa mère, t'es sa figure d'autorité. Tu sais, c'est vraiment... tout ça, là. Donc, je dirais que je suis même plus conscientisée par rapport à ça depuis que j'ai des enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte. C'est important de ne pas l'accepter aussi, là, dans quelle société on serait si c'était ça. Là. Exactement. Le rôle de la société dans la réinsertion sociale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société? C'est vraiment l'ouverture. Puis je comprends que c'est pas toujours facile, là, mais puis on demande pas à personne, tu sais, si moi j'accepte pas le délit, je demanderai pas à quelqu'un qui est même pas dans le milieu d'accepter le délit. C'est pas ça du tout. Mais plus de voir la personne. Donc, est-ce que son discours est bien par rapport à ce qu'elle a fait ou non? C'est sûr qu'on a tous fait quelque chose de pas correct. Ouais. OK? C'est sûr que c'était à différents niveaux, mais on a quand même tous fait quelque chose de pas correct. Et si on était jugé uniquement sur ce quelque chose de pas correct-là, est-ce que ça me représente vraiment ça ou non? Fait que, et changer, parce que là, les gens disent ben, il n'y a rien qu'à changer. Oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un changement. Mais est-ce que c'est si facile que ça, changer? Bon, fait que là, si on se regarde en tant que personne, puis qu'on a voulu changer des petites choses, des fois, c'est des affaires full simples, là. Tu sais, bon, là, dans ma routine, non, si je prends mon café avant, ça marche pas, je vais le prendre après maintenant. OK. Fait que là, le lendemain, là, t'es content de ton idée, tu te dis ça va être après, puis ma journée va être fantastique. Fait que le lendemain, quand tu vas reprendre tes habitudes, parce que ça fait 20 ans que tu le prends avant, ton premier réflexe, ça va être de le faire avant. Donc, pour plus le faire avant, il va falloir que j'y pense. Il va falloir que je dise « Oh, non, c'est vrai ». Puis, tu sais, des fois, on fait de la fuite, là, mettons, il faut payer quelque chose, oh, on va attendre un peu, là, c'est pas grave, puis... Fait que ça, c'est de la fuite aussi. Fait que c'est pas si facile que ça de changer des petits comportements que ça fait 20, 30 ans que tu utilises. C'est de déconstruire, en fait, pour pouvoir reconstruire. Exact. Puis d'avoir le plus d'outils possible pour que, mettons qu'on va parler de consommation. Mettons que la consommation, c'est mon premier outil dans une peine, par exemple. Si je développe un outil, je me dis, la personne va avoir un outil, puis après ça, c'est la consommation. Fait que là, si elle en développe 5 outils, autres que la consommation, qui sont positifs, évidemment, là, sa consommation va être de plus en plus loin comme solution. Oui. Fait que c'est ça qui est le défi. Hey, un grand merci à Annie-Claude Gravel de la Transition Centre-Sud et à José Maillard de la Maison Saint-Laurent d'avoir partagé une partie de leur travail exceptionnel qui est de contribuer à la transition des ex-détenus vers un mode de vie pro-social en communauté. Dans le prochain épisode, on continue avec le thème des maisons de transition. Fait qu'on aura la chance de parler avec un résident, un ex-détenu, puis avec une intervenante dans une maison de transition. Alors, tu restes là, tu restes à l'affût. Hey, si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, là, oublie pas de le partager sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi aller suivre la page de l'association sur Facebook et sur LinkedIn. Aussi, afin de nous aider à faire connaître l'ASRSQ, le balado pour sa mission, merci de nous laisser un avis de 5 étoiles et ou un commentaire positif sur la plateforme sur laquelle tu écoutes les épisodes. Ça nous permet de gagner en visibilité parce que le balado-diffusion, c'est aussi une initiative communautaire qu'on a besoin de toi pour nous faire connaître.
Et finalement, oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Le balado-diffusion Les Voix de la réhabilitation est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Réalisé et animé par Mélina Plourde. Montage des épisodes ainsi que la musique par Joseph Perrault. Et finalement, la narration est faite par moi-même, Maxime Martin, humoriste.